Salut les Marc et les Smart et bienvenue dans Talking Catch, 3ème édition. Je suis Hank des Cahiers du Catch et je suis accompagné aujourd'hui par mon némésis et en même temps mon meilleur ami catchesque, Ringside. Salut tout le monde. Salut Hank. Ça va? Salut. Ça va. Comme je Pêche. disais, avant le début de l'enregistrement de ce podcast, j'ai fêté hier mon anniversaire. Je ne dirai pas quelle année, mais c'est un chiffre rond. Enfin, un chiffre rond plutôt, un chiffre avec un zéro à la fin. Et je suis en super forme. Dans ce Talking Catch 3ème édition, comme d'habitude, on va discuter, on va analyser, on va blablater sur les news du monde catchesque. Aujourd'hui, Total WWE. Puisque la team Catch-up me le demande chaque semaine et que je ne le fais pas, aujourd'hui je ferai un menu. Voilà, je ferai le menu du podcast. Alors le menu, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le retour d'une légende. La semaine prochaine dans une des émissions weekly, hein, je ne dis pas laquelle, mais si vous avez vaguement suivi les news, vous devriez le savoir. Ric Flair qui est en interview, qui dit quelques petites choses plutôt intéressantes sur le match Banks-Charlotte d'Hell in a Cell. Et un nouveau show pour les Cruiserweight qu'on va voir sur le network. Et puis enfin, un espoir de voir une combattante MMA à la WWE. Vous aurez sûrement deviné de qui je parle. La première news, c'est la WWE qui confirme le retour à SmackDown la semaine prochaine, donc le 8 novembre. Si vous nous écoutez un peu tard, et bah tant pis. Mais donc c'est dans 3 jours le retour de l'Undertaker. Et donc du coup un retour qui pour l'instant est pas teasé. Il a plus de rivalité. L'Undertaker, il a rien de spécial, on va dire. On n'a pas plus de détails là-dessus, à part le fait que on a les. Alors c'est un peu des rumeurs classiques parce que ça fait au moins 2 ans ou 3 ans qu'il y a ces rumeurs. Mais voilà, la rumeur de la retraite. Quand est-ce qu'il va prendre sa retraite? Le streak est brisé. Il a fait encore une plutôt bonne rivalité avec Lesnar, mais qu'est-ce qu'il lui reste à faire et surtout à qui on va quel adversaire a-t-il choisi, parce que c'est plutôt lui qui choisit ses adversaires. Donc qu'est-ce que t'en penses toi, Ringside? Il faudrait le mettre contre Seth Rollins, comme ça Rollins l'envoie directement à la maison de retraite avec une bonne powerbomb des familles, et puis comme ça on est fixé. De toute façon c'est le retour annuel de l'Undertaker, hein, même s'il avait dit qu'il voulait arrêter complètement. De toute façon il fait un match par année. C'est difficile d'imaginer un WrestleMania sans lui. Je pense qu'il peut encore sortir un dernier match. Maintenant le problème c'est que le match risque de pas être terrible. Oui, est-ce que j'ai pas cité? Oui, j'ai dit une bonne rivalité avec Lesnar, mais quand même la dernière fois qu'on l'a vu c'était contre Shane. Ouais. Et c'était disons que je suis sûrement une des personnes les plus méchantes envers ce match de Shane McMahon contre l'Undertaker, parce que c'est vraiment je pense le match où je me suis le plus ennuyé de ce WrestleMania. Ouais, c'était long, et puis de toute façon, Shane McMahon, voilà quoi, c'était peut-être pas l'adversaire idéal pour sortir un grand match, hormis sauter du haut de la cage. Et il y avait pas grand-chose qui pouvait nous sortir d'un point de vue purement catchesque. Là, maintenant, je sais pas qui pourrait affronter les stars l'Undertaker cette année. Hormis peut-être John Cena, mais En tout cas, il arrive à SmackDown. D'ailleurs, c'est assez. ouais. Enfin, tu te dis en même temps, ils ont tellement de superstars à Raw, et puis ils ont le programme avec Goldberg. Donc du coup, voilà, ça serait un peu. C'est bien c'est le flagship Raw, mais bon, au bout d'un moment, on va peut-être pas tout mettre dans le même panier. Ouais, Mais puis Undertaker, il a toujours été un peu SmackDown, hein. ouais, il paraît historiquement. toujours Alors moi, été j'ai pas. son show, hein. Mais donc du coup, ouais, ce sera pas Rollins. Orton. Après, en ce moment, il y a Orton qui est avec les Wyatt. Est-ce qu'il y aurait un truc avec ça, parce que je sais pas Ah si. en plus ils sont contre Kane. Ouais, ils sont. Ah voilà.
Ah, on a fait la connexion, voilà, en direct voilà, live. C'est Nous ça. avons connecté les points. Et Nous avons les Wyatt vont se triangulé faire les Wyatt le vont se faire booking. enterrer à Survivor Series, évidemment, Voilà. comme l'année dernière. Bray Wyatt adore faire des rivalités contre des légendes et, euh, et dire en permanence qu'il est Dieu et perdre à la fin. Mais donc ouais, on aurait peut-être... Déjà j'ai l'impression qu'il y a... Alors on va peut-être parler... Je parle un tout petit poil de SmackDown, mais j'ai l'impression qu'il y a va y avoir une mini rivalité Luke Harper Randy Orton Ouais, apparemment ça va se lancer vers ça, pour l'amour de Bray. Tout ça est un mind game. Donc, Mind game sur mind game. Donc, Ouais. si il y en a un des deux, j'imagine Randy Orton qui va prendre sa place et du coup ça ferait Randy Orton Bray Wyatt contre Undertaker Kane et pourquoi pas. Moi j'aimerais bien ça. Mais bon. Ça t'aimerais bien? Bah Ma foi. non mais c'est la Chacun curiosité. ses goûts, hein. C'est la curiosité mais c'est vrai que enfin bref. Passons à la seconde news, toujours sortie du site officiel de la WWE. Et cette fois, c'est un petit peu, ça va être encore un petit peu des hypothèses qu'on va sortir de cette news. C'est une affiche plutôt intéressante qui va se passer à Mexico le 3 décembre pour un show live de la WWE. Puisque nous allons avoir, les Mexicains auront la chance d'avoir Brock Lesnar contre Rusev. Et oui, il va y avoir Brock Lesnar contre Rusev, un show live de la VVE, comme dit Ringside. Alors là, tu savais pas? pas du tout. J'étais pas du D'accord. tout au courant. ça nous sort du site officiel de la WWE, mais j'ai chopé cette news sur Wrestling Inc. Qui suivent vachement les bookings, les calendriers des shows live. Est-ce que tu penses que c'est juste de la nourriture pour le monstre, un peu comme Kofi Kingston à Beast in the East au Japon, ou alors est-ce que finalement ils sont en train de tester un petit peu cette configuration, savoir si finalement Rusev on pourrait pas Franchement, Rusev, je pense que c'est au moins dans le top 3 des mecs qui pourraient faire un truc très bon avec Lesnar. Ouais, mais Lesnar c'est trop une feignasse. Je pense que c'est vraiment là il le donne à manger Rusev à Lesnar. Hein. Ça va être parce qu'il s'est frotté à Goldberg, donc maintenant il va se frotter à Lesnar puis il va se faire manger par Lesnar. Je pense que ça ira pas beaucoup plus loin que ça, hein, clairement. De toute façon, Lesnar il fait pas plus de 10 minutes hein, sur ses matchs, un quart d'heure grand maximum. Et je vois pas. C'est en house show de toute façon, ce sera pas télévisé. Oui, voilà, je disais live Ouais, show, mais je voulais dire house show, donc oui, et puis donc ça va être quelques jours après Survivor Series. C'est sûr que comme ça sur le papier théoriquement ça pourrait donner quelque chose de super, mais ça va être Suplexity sur Rusev quoi. Comme Rusev qui se fait sécher en un jackhammer. Oui bah alors là face je à mise Goldberg. Pas, hein. Oui je mise pas sur une victoire de Rusev live show mais. Non mais tu vois bien que Lesnar il fait pas plus d'un quart d'heure grand maximum pour ses matchs. Voilà, il y aura peut-être un petit peu de résistance, mais après il va se manger 10 German suplex et puis ça sera réglé, je pense. Et ben en tout cas, si quelqu'un de la WWE France nous écoute, Rusev contre Lesnar, moi ça m'intéresse beaucoup. Donc essayez de faire un truc comme ça plutôt que faire revenir des vétérans. Qui annonce. D'ailleurs, je sais pas si t'en as parlé dans le dernier Talking Catch de Goldberg du coup qui annonce fièrement que non, il s'est pas entraîné, que il en a rien à foutre. Ah non, ça on en a pas parlé. Ah bon D'accord, en fait il faut rien de son côté non plus. Ouais, il y a une interview. Alors je sais plus où c'était, mais c'est un truc qui a été partagé énormément parce que il disait il parlait à moitié, c'était à moitié shoot, à moitié kayfabe, où il disait non, je me suis pas entraîné spécialement pour
le match que je vais avoir contre Lesnar, vous savez, je m'attends à me taper des souplexes, etc. Mais j'ai été joueur de la NFL, donc du coup, je sais, Il s'est encaissé, je quoi. sais encaisser, etc. Bah bon, t'es gentil, t'as été joueur de la NFL, c'était quand? Il y a 40 ans. Ouais. Moi aussi, je faisais des cabrioles quand j'avais 15 ans. Mais donc, du coup, Ah, bah, euh, c'est bien, on apprend des trucs. du coup, voilà. Ouais. Enfin bref, Mais j'avais pareil qu'il pas s'entraîne quand prévenu. même régulièrement, Goldberg, hein. Oui, après, j'imagine qu'il a quand même. Enfin, c'est-à-dire, tu gardes pas cette masse musculaire en Mhm. mangeant des chips et en restant dans un canapé pendant pendant C'est 20 ans. ça. Maintenant, après, faut voir, voilà, niveau catch qu'ils vont sortir. Après, Lesnar, de toute façon, il fait quand même pas de match de catch, hein, donc Oui, voilà. ce sera des espèces de brawl pseudo MMA. Bon, comme ça, on verra bien de C'est toute façon sur ce le que ça contrat donne. quand tu fais un match contre Lesnar, il y a marqué vous avez 10 minutes de selling et 3 minutes 3 minutes de come up hein, comme ils disent les Mhm. Américains ou come uppance genre retour un peu héroïque et puis après Mhm. vous faites massacrer voilà une dernière petite minute et voilà. Vous repartez chez vous avec un chèque de 500 000 ou 1 million. Euh, Voilà. c'est c'est le c'est le loto Lesnar. La troisième news, c'est aussi une petite news hein, rapide. C'est une interview de Ric Flair qui a été donnée à Busted Open Radio. Si vous ne connaissez pas cette radio, moi non plus. Donc, c'est une radio américaine, enfin bref, qui du coup a fait une petite interview après une selle. Du coup dans cette interview, il a dit que bien sûr il a fait un tas de compliments à sa fille en disant que voilà, elle avait prouvé que elle était au même niveau que les Seth Rollins et les Kevin Owens et les machins et que Mhm. voilà, heureusement que le match était en main event parce que rien n'aurait pu le dépasser. Enfin bref, des compliments basiques, mais surtout à un moment il a dit un truc qui était plutôt intéressant. Alors ça reste flou mais intéressant. Il a dit en parlant des bookers, ils ont retiré 2 gros spots du match car ils avaient peur que Sacha se blesse. Je ne vais pas dire ce que c'était, mais l'un d'eux comprenait un moonsault. Mhm. Ouais, j'ai Euh, entendu parler de ça, effectivement. donc, ma question c'est déjà, est-ce que, voilà, enfin, j'allais dire bullshit ou pas. En même temps, Ric Flair à son âge, il a pas vraiment, je vois pas en quoi il aurait un intérêt de dire quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est une des rares, à mon avis, Ric Flair et les mecs les plus âgés comme ça, comme JR aussi, qui a sorti quelques rumeurs ces derniers temps. C'est parmi les seuls mecs qu'on peut croire parce qu'ils ont plus rien, enfin personne va aller les toucher quoi. Donc Ouais, c'est ça, hein. Mhm. et donc oui, est-ce que ça expliquerait, alors c'est ma question controverse, est-ce que ça expliquerait de faire perdre Sasha Banks à Boston, le fait Mhm. qu'ils lui fassent pas confiance et que ils vont attendre bah finalement que peut-être que qu'elle tienne pendant 1 an, juste qu'elle se tienne genre sans se blesser, etc. Peut-être que il y a ça. Je pense que ça joue, hein, effectivement, hein, le fait d'avoir peur qu'elle se blesse. Et puis, mais il parie aussi beaucoup sur Charlotte, en vérité, hein, je pense, hein. Ils ont un peu tout misé sur elle aussi quelque part pour crédibiliser la ceinture avec sa streak là qui n'en finit pas. Je pense que vraiment ils veulent construire Charlotte Flair. Ils lui ont redonné son nom là, donc ça va être, je pense, elle maintenant la référence du circuit le championnat féminin. De toute façon, moi j'ai toujours dans l'esprit que tout ça c'est pour construire une vraie rivale pour Ronda Rousey quand ils arriveront à avoir Ronda Rousey. Euh, donc physiquement, elle est plus balèze, Charlotte. Donc, elle sera plus crédible, je pense. Mhm. Après, effectivement, savoir si c'est des bullshit ou pas, il y a quand même un peu toute une espèce de, comment dire, de légende qui se crée autour de Sasha Banks, qui serait à moitié blessée, choses comme ça, qui serait un peu trop téméraire dans le ring. Je pense que ça contribue un petit peu à jouer ça.
Le match était déjà bien violent. Effectivement, on peut imaginer qu'ils avaient peut-être pensé à faire quelque chose en haut de la cage, hein, mais je pense que c'est pas plus mal qu'ils aient géré comme ils l'ont géré là, hein, de toute Je pense façon. en haut de la cage, je sais pas parce que en tout cas le moonsault, Ouais, j'imagine peut-être pas un non, moonsault j'imagine pas en haut de la cage. Là c'est plus du, enfin ça à comprendrait côté pourquoi ils Shane l'ont enlevé, McMahon, hein. c'est Disneyland quoi, c'est Non, gentil. mais on aurait pu imaginer un truc genre du côté de la cage, puis qu'elle arrive sur la table des commentateurs, quoi. Mais de toute façon, les chaises ou les tables ne cassaient pas, hein, quand Sasha Banks arrivait dessus, donc il vaut mieux pas. Ça c'est un autre problème, ouais. Il va falloir retravailler ça au niveau des Après, réglages. elle a une. C'est aussi une des limites de Sasha Banks, c'est qu'elle a une carrure qui est. J'imagine qu'elle fait énormément, enfin comme toutes les superstars, elle fait énormément d'exercices, etc. Mais on n'a pas l'impression qu'elle a vraiment une masse musculaire Ouais, importante. comparé à Charlotte, elle fait très fine, hein. Ouais, même en regardant ses bras, on n'a Mhm. pas, enfin on se dit pas, tiens c'est une athlète ou. Enfin bref, donc voilà, on n'en sait pas plus là-dessus, mais en tout cas ça va dans le sens de toutes les rumeurs qu'on entend sur le fait que ils font pas encore confiance à Banks, au grand désespoir du public de Boston et de l'internet wrestling community. On va passer à la quatrième news qui est Stephanie McMahon, interviewée cette fois-ci par TMZ. Hein. TMZ c'est un peu les rois des scoops aux États-Unis. Hein. Ils ont des micros partout. Ils sont aussi spécialistes pour vous annoncer la mort des stars. Hein. C'est toujours les premiers. Et donc TMZ qui a interviewé Stephanie McMahon en sortant de je crois un meeting à New York. Enfin elle avait un truc avec peut-être des actionnaires. Et donc très rapidement ils lui ont demandé. Dites Ronda Rousey il y a quelques jours a parlé donc du coup au show de Ellen DeGeneres, donc c'est le Ellen Show, hein, c'est un talk show très suivi aux États-Unis, du fait que son prochain match à l'UFC, donc ça sera à UFC 207 et ça sera contre la championne Amanda Nunes. Donc Ronda Rousey a annoncé c'est un de mes derniers matchs. Donc en clair, Rousey suggère que elle sera retraitée, disons, dans un an, quoi. Un an, 2 ans. Et donc, bref, Stéphanie a répondu, eh ben, écoutez, on va essayer d'organiser ça. Clairement, elle suggère qu'ils essaient de l'avoir depuis un bail. Est-ce, Clairement, ouais. est-ce que, déjà, alors bon, de ce que tu m'as dit juste avant, j'allais dire est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'imagine que pour toi, oui, mais est-ce que finalement les combattants MMA, à part Brock Lesnar, est-ce que tu as d'autres exemples de gens qui ont réussi à faire la transition? En tout cas, CM Punk a pas fait la transition dans l'autre sens. Ouais. C'est plus difficile de venir du catch et d'arriver au MMA, même si Brock Lesnar l'a fait, et il y a l'HV qui s'en sort plutôt bien. Des combattants MMA, ça n'a pas toujours fonctionné. Il y a Ken Shamrock surtout qui avait fait une belle carrière. Sinon, les autres qui ont tenté le coup pour des raisons ou pour une autre, ça n'a pas forcément fonctionné. Maintenant, sur Ronda Rousey, on est sur autre chose puisque on est chez les filles. C'est clair que ça fait un moment qu'il lui tourne autour. Elle était venue à WrestleMania. C'est une fan de catch. On l'a vu dans la Pro Wrestling Guerrilla dans le public, alors même qu'il y avait le championnat de l'UFC qui se passait en même temps. Elle avait le t-shirt du Roddy Piper, elle est venue à WrestleMania, donc je pense que la finalité pour sa retraite effectivement c'est de venir à la WWE. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, que s'ils construisent le championnat féminin comme ça, la révolution féminine, je pense qu'ils avaient depuis le départ dans l'idée de la faire signer parce que elle, ça va ramener du buzz, ça va ramener du pognon.
Donc après, faut voir ce qu'elle fera dans le ring. Disons que pour quelqu'un qui est pas sportif ni rien, c'est pas très vieux, mais elle aura quand même 30 ans l'année prochaine. Ouais. C'est pas si jeune, c'est pas si jeune que ça. C'est pas si jeune que ça, mais de toute façon, les filles, elles font pas des carrières très très longues, et je pense elle a la forme physique pour pouvoir assurer des matchs. Puis elle a le trash talk, hein. Donc ça fera des sacrés segments quand elle sera au micro face à Charlotte. Ça risque d'être assez dantesque, hein, quand elles vont s'affronter au micro, parce elle est quand même très très douée pour casser ses adversaires, etc. On a aussi, hein. Il y a aussi tout un personnage déjà qui est créé là-dessus. Ouais. Et donc voilà, on aura juste à attendre. Donc elle a dit un de ses derniers matchs. Généralement à l'UFC, les matchs quand il y a vraiment, enfin, quand ils sont bookés les uns après les autres, c'est au minimum 3-4 mois. Hein. C'est ça. Donc pour un match d'une minute. Ouais. Ça dépend dans quel sens. Hein. Ronda Rousey, ça va vite, hein, d'habitude. Ouais. Mais son match avec Holly Holmes, c'était un peu le contraire. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, hein, bon, ça commence à dater. Hein, c'était il y a un an. Mais voilà, Ronda Rousey, Holly Holmes, première défaite de Rousey après 12 victoires consécutives. C'était assez impressionnant. Et bien sûr, Holly Holmes s'est fait battre le match d'après. Eh oui. C'est un peu l'histoire, justement. C'est pour ça que Ronda Rousey était aussi valorisée à l'UFC. C'est que toute l'histoire des femmes à l'UFC, enfin des championnes à l'UFC, c'est que elles n'arrivent pas à tenir la ceinture, quoi. Elles se font battre l'une après l'autre. Donc on verra bien. Et pour les curieux, donc le match de l'UFC 207 à Las Vegas, ce sera le 30 décembre. Cinquième news, qui est la plus grosse news de la semaine. Pas forcément une bonne nouvelle selon l'emploi du temps que vous avez dans la semaine, puisqu'il y a un nouveau show de la WWE qui arrive sur le network, qui va s'appeler 205 Live, sponsorisé par Peugeot 205. C'est une émission de catch et de tuning. 205, en référence bien sûr au poids maximum des cruisers, 205 pounds ou livres ou machin. Bien sûr en kayfabe, hein, parce que y en a, je pense au moins un quart qui sont au-dessus de cette limite, mais et donc ce sera un show présenté par Mauro Ranallo et Corey Graves. Ça durera 1 heure. Et d'après la promotion, il y aura toutes vos stars préférées du cruiserweight classique, c'est-à-dire Lindsay Dorado, TJ Perkins, Brian Kendrick et compagnie. La première émission est prévue donc le 29 novembre à 22h heure de New York, enfin heure de la côte est. Et ce sera donc un mardi à la place de Talking Smack. Et là vous ragez là. J'imagine, derrière votre ordinateur ou devant votre smartphone. D'après le site cagesidesseats.com, il y a des rumeurs comme quoi le Talking Smack en fait sera maintenant programmé juste après, c'est-à-dire 23h. Donc alors heure française, c'est encore pire, hein, je vous traduis pas, mais en clair tout ça va se finir à 4h du matin, quoi. Donc voilà. Un show, finalement, ils vont faire les cruiserweight classiques version weekly, en plus de Raw, hein. Ils annulent pas ce qu'ils font à Raw. Parce qu'on rappelle qu'ils sont exclusifs à Raw, hein, les cruiserweight. Voilà, ils sont exclusifs à Raw. Et ensuite exclusifs au network. Et voilà. Ensuite voilà. Et donc c'est important de regarder Raw. Parce que y a le champion, mais c'est aussi important de regarder 205 Live parce qu'il y a le champion. Et en plus c'est en live, comme dit le titre, parce que c'est diffusé juste après SmackDown. Donc du coup tout peut se passer. Donc n'hésitez pas, regardez environ 6 heures de catch par semaine. C'est ça.
Voilà, qu'est-ce oui, que... c'est en direct et c'est enregistré après SmackDown, c'est ça alors du coup le truc. Voilà, j'ai vu ça en Mm. fait. D'ailleurs, Et on va dire les commentateurs, ou plutôt les sites de news de catch s'inquiètent. Enfin, les premières réactions, c'est surtout qu'ils s'inquiètent que, bah, si c'est le même public que SmackDown, ils vont peut-être en avoir marre, quoi. Parce que, ouais, il risque de se casser avant que ça commence, ouais. Pour éviter les bon, bouchons. après le positif, c'est que maintenant, du coup, techniquement, aller à un show SmackDown, c'est avoir du cruiser. Donc il n'y a plus d'exclusivité. Si vous La êtes ligne perdu, exclusive. c'est normal. Non, tout est normal, c'est la WWE, tout ce qu'on vous dit, c'est le contraire de toute façon. Ouais, bah quelque part c'est une bonne nouvelle pour l'exposition des cruiserweight, mais on s'éloigne un petit peu du concept de base qui était effectivement l'exclusivité à Monday Night Raw. Et puis ils vont être dans un créneau un peu casse-gueule, alors c'est voilà. J'espère que c'est pas leur dernier tour de piste avant que Vince annule tout. C'est Mais la dernière séance. C'est la la dernière séquence. séance, voilà. Bon, on va vous tester en fin de show après SmackDown, voir si ça fonctionne. Bon. On va c'est voir un si peu- ça fonctionne de vous mettre après 2 heures Voilà, de catch. peut-être que le spectacle est fini, que les gens en ont marre, peut-être que... On va voir si vous êtes vraiment doués. Bah, ça va nous faire plus de matchs de cruiserweight. Après, il faut que la ceinture soit défendue, il faut qu'il y ait des histoires, parce que si c'est juste des matchs comme ça qui s'enchaînent, effectivement, ça risque d'être de passer de mode assez rapidement quand même, hein, parce que c'est Moi, même si c'est très beau techniquement, ça reste du catch et dans du catch, faut aussi qu'il y ait des intrigues et des choses comme ça. Hein. Ouais, non, mais c'est déjà le. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'en fait ils reviennent en arrière. Parce que Ah, c'est un peu ça. Hein. le principe, le principe de base, c'est ils font cette espèce de championnat sur le network que tous les fans ont adoré. Hein. Franchement, il y a aucune, enfin, il y a eu aucune réaction négative ou critique de ce championnat. Genre tout le monde, tous les gens qui ont regardé ont adoré ce truc. Et du coup, ils devaient profiter de ce buzz pour un petit peu du coup mettre en valeur ça à Raw. J'ai trouvé qu'ils avaient mis aussi du temps à démarrer le truc à Raw. Bah, je sais pas si tu te souviens de l'arrivée des cruiserweight, c'était nullissime. Hein. TJ Perkins n'était pas là, ils ont fait un match vite fait ou deux, peut-être dans la soirée. C'était un vrai coup dans l'eau. Le premier soir où ils ont lancé les cruiserweight, hein, il y avait rien d'historique, c'était vraiment zéro. Après on les a vus en pay-per-view et puis on en est là où on en est à peu près en ce moment, c'est-à-dire 2 matchs par soir et puis une petite intrigue autour de la ceinture et puis c'est Brian Kendrick le champion maintenant, mais ils ont pas poussé le truc correctement, quoi, j'ai envie de dire. Mais ce qu'il y a en fait, c'est que c'est dans la même logique de séparation et de différenciation qu'ils ont depuis le début où ils ont décidé que dès qu'il y avait les matchs cruiser, et ben on changeait les cordes et on change les visuels, tout est vieux. Enfin, c'est comme si c'est comme si c'était un show dans le show et que, du coup on a l'impression que c'est un peu le club le et dire le club de Mickey mais tu sais c'est un peu c'est ils le sont ghetto des cruiserweight. voilà, ouais, ils sont un peu dans leur petit coin ils arrivent moi j'aimerais bien aussi que même si les cruisers sont censés aller à la quête de la ceinture cruiser, j'aimerais bien qu'il y ait des interactions avec d'autres catcheurs, qu'il y ait des petites choses, hein, mais qui empêchent pas, qui empêchent pas la cohérence, mais qu'on n'ait pas l'impression que c'est vraiment. On a l'impression qu'ils sont dans leur petit club, un peu l'association comme les, je sais pas, les clubs de joueurs d'échecs ou les clubs de machin. Ils sont dans leur petit truc. Après ils arrivent et c'est un peu comme s'ils arrivaient avec leur propre matos, quoi. Genre les cordes violettes, le petit truc. On fait notre machin et puis après une fois qu'on est parti, hop, tout redevient normal. Et du coup, on a l'impression que c'est temporaire un petit peu comme ça, qu'ils ont pour l'instant ils ont le droit, mais que d'une semaine à l'autre on les verra plus et puis voilà, peut-être personne s'en souviendra, quoi. Oui, parce qu'il y a rien d'important. Enfin, il y a rien de
on n'a pas l'impression que ça va, même la rivalité entre Kendrick et Perkins, en fait, je l'ai trouvé, alors j'aime bien Kendrick, généralement son jeu, même s'il a eu des textes assez dégueulasses. Enfin des trucs qui étaient un peu trop larmoyants. Mais le truc c'est que on n'a pas l'impression que leur rivalité était censée durer pendant très longtemps. Et puis Perkins il est arrivé, il avait pas ouais il a vraiment du mal à ils lui font des textes avec des références Ouais, de jeux vidéo, mais c'est genre des références de jeux vidéo qui sont écrites par un gars qui a 45 ans c'est ça. et qui connaît rien. Genre il fait ah, on va placer stick et bouton reset et machin One up. one up. Genre ils font des références à Super Mario, un Super Mario qui Mm. date de 30 ans. Mais donc ouais, on n'a pas l'impression que la seule rivalité, parce qu'il y en a qu'une seule, entre Kendrick et Perkins, il y avait pas, je sais pas, j'ai pas senti. Le seul moment là où on sentait la tension, c'est justement après Hell in a Cell quand Perkins s'est fait voler la victoire et qu'il y avait le match à Raw où là pour le coup il s'est énervé et là c'était un peu plus intéressant. Mais ce qu'il y a c'est que je pense que les gens pour qu'ils s'accrochent au cruiser, il faut que ça soit enfin que la ceinture cruiser ça soit une autre ça soit juste une autre ceinture. C'est pas un show dans le show quoi, parce que sinon ça fait que la première impression qu'ils ont eue, comme tu disais, elle est pas bonne quoi. Elle est juste des mecs sympas qui arrivent. Il y a pas de grandiose, il y a pas de genre de mec. Tu fais oh mon dieu putain lui il doit être intéressant ou machin. Et la mise en valeur était pourrie quoi. Bah clairement, bah ça j'ai déjà parlé dans le catch-up. TJ Perkins, le champion qui a déjà abandonné 2 fois en l'espace d'un mois, il est enterré déjà. Donc Mm. c'est quand même voilà super dommage. T'as personne qui ressort de leur roster. Il y a Cedric Alexander qui est vaguement populaire. Kendrick, les gens le connaissaient d'avant, mais c'est pas non plus Mm. lui qui va ramener du pognon. Ouais, donc tu peux assimiler le passage des cruiserweight à la pause pipi parce que tu sais que Ouais. il se passera rien de spécial et que la semaine prochaine tu reverras un match qui sera pas aussi spectaculaire Et si en t'as plus coupé celui de la semaine, quoi. Et en plus, on te le signale bien, quoi, avec le décor Voilà. et machin. Tu fais ah putain, c'est Mm. c'est le moment pour les jeunes de batifoler dans le ring C'est ça. Mm. pendant 10 minutes et puis après on va repasser aux choses sérieuses. Mais donc voilà et du coup ce mouvement, la nouvelle émission. Moi j'ai plus l'impression. Alors je sais, non, je pense pas qu'il se permettrait d'enlever la ceinture de Raw, mais franchement la logique que je vois là-dedans, c'est juste, ils vont se rendre compte que sur le network ça marche, dans Raw ça marche pas. Du coup finalement ils vont genre le laisser dans le network. Ouais, moi ça m'étonnerait pas qu'ils reviennent à ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire t'auras un show effectivement sur le network qui s'apparente un peu à ce qui se faisait dans le temps avec des shows comme Velocity ou des trucs comme ça qui seront purement des émissions de catch où t'auras pas d'intrigue, t'auras juste des matchs qui vont s'enchaîner. Et à mon avis, ils vont foutre les cruiserweight en début de show à Raw parce qu'ils en auront marre de changer les cordes en milieu d'émission. Donc t'auras peut-être plus les cordes violettes d'ailleurs. Ils vont faire les openers et puis ce sera bien quoi, comme avant quoi. Je vois ça comme ça à terme hein, parce que ça prend pas suffisamment dans l'émission pour qu'il se passe quelque chose. Il y a personne qui ressort du roster du cruiserweight. En plus, ils ont les grands métalliques, il est toujours pas là. Akira Tozawa il est toujours pas là. Donc et même Jack Gallagher, il est pas là non plus. Ceux qui étaient les plus fun du cruiserweight, Ouais. classiques, sont toujours pas arrivés. C'est vrai que Gallagher, Donc, on n'aura pas entendu. Bah, c'est ceux quand même eux qui ont fait le show. Ils ont pas signé Kota Ibushi de manière exclusive à Raw. C'est ces mecs-là qui auraient vraiment fait le spectacle. Ceux qu'on a là, Drew Gulak, Lince Dorado, machin, ils sont doués, mais Ouais. c'est pas eux qui vont briller Puis outre même mesure et qui vont voler le show quoi. C'est clair. visuellement, ils ont pas vraiment je veux dire, à part Perkins avec son costume
Perkins, ils l'ont enterré de toute façon, hein, donc ça maintenant ils le rattraperont plus, je pense. Hein, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais ils tenaient quelque chose, mais il y en avait certains qui avaient ouais des gimmicks dans le cruiser et quoi qu'ils ont pas pris. Et du coup ils ont pris les gars qui sont bons mais les plus génériques quoi. Et voilà, les solid workers comme on dit. C'est pour ça que quand tu vois arriver Gulak et Tony Nese sous le Titan Throne, tu te dis ah c'est l'heure des jobbers. Enfin c'est ça. Ouais. parce que les mecs ils sont fringués juste comme le catcheur moyen. Ils ont ils ont pas une intro spéciale, ils ont pas un gimmick, ils ont rien. Donc voilà, c'est dommage. Puis aussi il y a l'espèce de flou. Alors c'est peut-être un reproche un peu gratuit, mais je trouve ça. J'aime pas le fait que ça soit pas clair, que les cruisers, il y en a, genre, je crois que Perkins, il est passé à NXT il y a pas longtemps. Ouais, il est dans le Dusty Rhodes classique. Ouais, voilà. Donc du coup, pour moi, j'aime pas quand t'as un espèce de flou comme ça où les cruisers en fait, ils sont censés être arrivés à avoir passé le cap, ils arrivent à Raw, puis en fait, on les fait quand même revenir à NXT parce qu'on a besoin de workers. Des bons workers et du coup on s'y perd un peu et le public les voit pendant 10 minutes à Raw, du coup ils ont pas l'impression que c'est si important que ça et là ce retour du coup cette émission c'est un petit peu enfin j'ai l'impression que c'est un petit peu un aveu d'échec et que finalement ils voulaient s'adresser enfin ils voulaient profiter du buzz pour faire des cruisers un truc grand public. Et finalement là ils font le truc pour les hardcore fans, c'est-à-dire en fait la majorité, enfin au niveau du temps, on va avoir 1 heure de cruiser qui est pour les gens du network et 10 minutes à Raw. Ouais. Et c'est ça, hein, je pense. Et donc voilà. Et pareil, est-ce que l'autre question c'est vu que c'est sur le network, est-ce qu'on va avoir la même chose que enfin la même mécanique que SmackDown avant qui était préenregistré, c'est-à-dire alors SmackDown c'était préenregistré donc du coup on peut pas faire de trucs importants parce que ça va être spoilé et là ça va être les cruisers c'est sur le network donc il va rien se passer d'important parce que c'est sur le network. Ouais, bah je pense pas qu'il y aura d'intrigue et de choses comme ça. Hein. On verra bien, mais ça me paraît difficile parce que s'il reste à Raw, c'est à Raw qu'il y aura quand même la défense du titre et les intrigues qui s'y tiennent. Après, il y aura, je pense que ça va être comme Superstar ou Velocity à l'époque. Il y aura peut-être des petites rivalités qui vont durer d'une semaine à l'autre, mais c'est tout quoi, histoire de monter à main event pour la semaine suivante. Mais rien de révolutionnaire. D'ailleurs, bon, on a juste un petit mot sur le NXT de cette semaine. Il faut le regarder. Il y a vraiment de très bons matchs. Hein. Il y a une belle démonstration de Roderick Strong. Je conseille. Hein, pour ceux qui l'ont pas vu cette semaine, jetez-vous dessus. Et ce pauvre Austin Harris. Ouais, oui. Et oui. Blessé jusqu'à la fin de l'année. Bah là, ce qui se passe, on les laisse à NXT, ils se blessent, hein, alors que voilà. Pour être dans le roster d'Euro, à faire des matchs super. Et les mecs, donc du coup, les cruisers, ils vont circuler comme des fous. De ce que disait du coup Sean Ross Sapp de Fightful. Il expliquait que du coup les gars vu qu'ils vont faire Raw et la soirée de SmackDown ils vont passer genre au moins la moitié de leur semaine dans l'avion quoi. C'est ça, ils vont mériter leur salaire. Les petits là. Et NXT, SmackDown et tout ça parce qu'ils sont exclusifs à Raw. Et je tiens aussi à saluer Corey Graves hein, qui du coup va se taper la présentation de Raw, la présentation du Cruiser, la présentation de NXT. Donc voilà, je sais pas comment il tient ce type là. Bah écoute, c'était un catcheur hein. Donc physiquement il peut le faire. Il est très bon d'ailleurs hein, aux commentaires, j'aime beaucoup Corey. Ouais. J'aimerais bien qu'il laisse un peu plus tranquille. Tu vois que à Raw par contre il est très scripté, il est très en dessous de ce qu'il fait d'habitude mais bon. Quand on a Byron No Brain et
Byron aussi, je pense qu'il le fait exprès hein, d'être gogol comme ça. Mais là ils ont Vince dans l'oreillette hein, quand ils sont à Raw comme ça, hein, donc ils disent pas trop ce qu'ils veulent quand même. Hein, c'est super scripté, c'est pour ça que c'est moins intéressant. Mais bon, voilà, je pense qu'avec le temps, ça sera de plus en plus intéressant à écouter. Mais c'est pas le point fort de Raw non plus les commentaires, ça c'est sûr. Quand Vince vendra la compagnie, parce que oui, il y a eu aussi une petite citation il y a pas longtemps de Vince McMahon qui a dit qu'il était pas contre l'idée de un jour vendre la WWE, mais ça. C'est Disney qui rachètera, je te dis. Voilà. Et on sera foutu. Et là, on sera foutu, définitivement. Voilà, il y aura des gimmicks adaptés des grands classiques de Walt Disney. Sur cette image de futur effrayant, on a terminé avec les news smart et trash de la semaine. On va vous rappeler que ce podcast et tous les podcasts qu'on enregistre sont disponibles sur iTunes, sur PodCloud et bien sûr sur YouTube. Vous pouvez nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager la vidéo avec vos amis, votre famille, vos proches pour les fêtes de fin d'année. Par contre, si c'est pour dire que je prononce mal Hell Cell, c'est bon. Hein. Hell Sail. Ouais, allez, c'est fini. Jusqu'à l'année prochaine. T'es perdu à la con. T'as vu, je t'ai rien dit quand t'as dit Ronda Rousey ou. Ça va, Vince McMahon là, ou je sais pas quoi. Voilà. Et je tiens aussi à m'excuser de mon absence au dernier Talking Smack, ce qui a fait que vous avez eu un montage ringsidien. Je rappelle que je ne suis pas payé. Voilà, il n'est pas payé et il a fait quelque chose comme 3 enregistrements cette semaine, donc ringside. Tu as le Slammy Award de Catch-Up. Je suis le Byron Saxton de Catch-Up. Bon allez, arrêtons de parler de nos affaires internes. Donc je te remercie beaucoup Ringside d'avoir été là. Merci à toi. Et je remercie tous nos auditeurs de nous écouter et bien sûr de nous laisser des messages. N'hésitez pas à passer aussi sur le forum des cahiers du catch. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch et à bientôt. Ciao ciao.